L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 23. Madame Vingrat à Paris. Jacques! C'est ma mère. Elle s'avance et mécaniquement me prend la tête. Le petit japonais rit, le créole bâille, il bâille toujours. Ma tête a été prise de côté, et ma mère a toutes les peines du monde à trouver une place convenable pour m'embrasser. On nous a fait entrer dans une chambre où l'on voit à peine clair. C'est le soir, et la bougie que le concierge apporte ne jette qu'une faible lumière. Comme tu as grandi, comme tu es devenu fort, c'est son premier mot. Elle ne me laisse pas le temps de parler. Elle me tourne, retourne, et vire sur ses petites jambes. Embrasse-moi donc comme il faut, va, ne sois pas méchant pour ta mère. C'est dit d'assez bon cœur. Elle crie toujours. Tu as si bonne tournure, je t'ai apporté un habit à la française, je te ferai faire des bottes. Mais fais-toi donc voir. De la moustache? Tu as des moustaches? Elle n'y peut plus tenir de joie, d'orgueil. Elle lève les mains au ciel et va tomber à genoux. C'est que tu es beau garçon, sais-tu? Elle me dévisage encore. Tout le portrait de sa mère. Je ne crois pas. J'ai la tête taillée comme à cou de serpe, les pommettes qui avancent et les mâchoires aussi, les dents aiguës comme celles d'un chien. J'ai du chien. J'ai aussi de la toupie, le teint jaune comme du buis. Quant à mes yeux, prétendait madame Allard, la lingère, qui me demanda une fois si je la trouvais potelée, je ne pouvais pas cacher que j'étais auvergnat. Ils ressemblaient à deux morceaux de charbon neuf. Tu as l'air sérieux, sais-tu? Peut-être bien. Cette année-là a été la plus dure. J'ai été humilié pour de bon, sans gaieté pour faire balance. J'ai aussi un dégoût au cœur. Ma désillusion de Paris a été profonde. Je vois l'horizon bête, la vie plate, l'avenir laid. Je suis dans la grande Babylone. Ce n'est que cela, Babylone. Les gens y sont petits. Je n'ai entendu que parler latin. Dimanche et semaine, j'ai été à la merci de ce Le Gnagna, qui est né faible, envieux, capon, et que l'insuccès a encore aigri. Ces 10 derniers jours m'ont pesé comme un supplice. Pourquoi ne m'écrivais-tu pas? Je m'attendais à partir d'un jour à l'autre, dit ma mère. C'était pour épargner un timbre. Je lui parle des reproches de pauvreté qu'on me faisait, des humiliations que j'ai bues. C'est lui qui parle de notre pauvreté. Quand il aura gagné ce qu'a gagné ton père cette année, il pourra dire quelque chose. Mais alors, si mon père a gagné de l'argent, pourquoi ne pas lui avoir payé ma pension au prix des autres, quand je vous ai écrit qu'il m'insultait et que j'étais si malheureux? Des insultes, des insultes? Eh bien après, est-ce que tu t'en portes plus mal? Dis, mon garçon. Nous aurons toujours épargné 300 francs, et tu seras bien content de les trouver après notre mort. Il y a 300 francs et plus, tiens là-dedans. Ce n'est pas lui qui les aura. Elle rit et tape sur sa poche. Il faut faire comme ça dans le monde, vois-tu? Maintenant que tu es grand, tu dois le savoir. Crois-tu par hasard qu'il t'a pris pour tes beaux yeux et pour nous faire la charité? Non, on t'a pris comme une bonne vache. Tu ne vèles pas comme ils veulent, tu n'as pas des prix à leur grand concours, il fallait choisir mieux. Qu'il te tâte avant que tu commences. Je vais lui dire son affaire, moi. Attends un peu, va. Je souffre de la voir se fâcher ainsi. Cet homme que je croyais haïr, voilà qu'il me fait de la peine. Tout en m'annonçant ses intentions de le sabouler, d'importance, ma mère dit « Fais tes paquets ». Nous étions déjà dans le corridor. Le concierge y était aussi. « Madame, rien ne peut sortir de la maison. » Les affaires de mon fils, je n'aurai pas le droit de prendre son linge? Les chaussettes de mon enfant? C'est votre gna qui a dit ça? Non, c'est le propriétaire à qui monsieur le gna doit et qui a donné la consigne. Il y a le boulanger aussi qui a une note, puis le boucher. Triste homme, oui, triste homme. Il bousculait les pauvres, car il n'avait pas que moi qu'il traita mal. Tous ceux qui étaient abandonnés ou à prix réduit recevaient ses crachats, et les petits même recevaient des coups. Il est bête, on parle de lui comme d'un type entre pensions. On emploie son nom pour dire cuistre, bêta et un peu cafard.
Le raisonnement que vient de me tenir ma mère, l'argument de la vache m'a ôté des scrupules, m'a frappé. Cette vache, c'est vrai. Ils ne m'ont pas pris pour mes beaux yeux, bien sûr. Non, va, tu peux être tranquille, a repris ma mère, qui lisait mes réflexions dans mon silence et mon regard. Je le plains tout de même, ce malheureux. J'obtiens de ma mère qu'elle ne fasse pas de scène, et nous obtenons du propriétaire qu'il laisse sortir mon trousseau. On quitte la pension, je ne sais comment. On prend un fiacre pour aller rejoindre les malles que ma mère a laissés au bureau de la diligence. Elle murmure toujours des injures contre le gna-gna. Ce sont des ricanements, des cris. Elle le blague et le bouscule de la voix, du geste, comme s'il était là. Voulez-vous bien vous taire? Ah, si vous m'aviez dit ce que vous lui avez dit, se tournant vers moi. Tu n'as pas eu le cœur de t'être laissé traiter ainsi. Ah, tu n'es pas le fils de ta mère. Suis-je un enfant du hasard? Ai-je été fouetté par erreur pendant 13 ans? Parlez-vous que j'ai appelé jusqu'ici Génitrix, ma mère, dont j'ai été le caras au bol. Parlez. Et où allons-nous maintenant? Ma mère me pose cette question quand nous sommes déjà empilés dans la voiture. Le cocher attend. Nous n'allons pas coucher dans le fiacre, n'est-ce pas? Voilà 1 an que tu es à Paris. Tu ne sais pas encore où mener ta mère? Tu ne connais pas un endroit où descendre? Je connais la Sorbonne, le Sanglier. Est-ce qu'on lui ferait un lit aux Hollandais? Allons, c'est moi qui vais te conduire. Ah, les enfants. Elle me pousse vers la portière. Appelle le cocher. Cocher! Il arrête et se penche. Connaissez-vous l'écu de France? C'est à Dijon, ça, ma bourgeoise. Dans toutes les villes, il y a un hôtel qui s'appelle l'écu de France. Connais pas ici. Relevant son châle sur ses épaules, prenant son sac de voyage d'une main, elle empoigne la portière de l'autre et saute à terre. Je ne resterai pas 1 minute de plus dans cette voiture. Comme vous voudrez, mes enfants, j'aime pas trimballer du monde, qui est si chose que ça. Payez l'heure, et voilà vos malles. Nous payons, et l'histoire d'Orléans, de la place de la Pucelle, de Nantes et du quai recommence. Nous sommes debout devant des colis et des cartons à chapeau qui s'écroulent. Ma mère ne peut pas entrer dans une ville sans embarrasser la voie. Elle me donne des coups de parapluie. Mais remue-toi donc. Je remue ce que je peux. Il faut que je veille au carton. Je n'ai pas grand-chose de libre sur moi. Tout est pris. Il me reste un doigt. Arrête une autre voiture. Je fais signe à un nouvel automédon, mais l'équilibre a des lois fatales qu'il ne faut pas violer. Et ce signe me perd. La montagne de bagages s'écroule. Ma mère pousse un cri. Les voitures s'arrêtent. Les sergents de ville accourent. Toujours, toujours, quelle spécialité! Que serions-nous devenus sans des philanthropes qui passaient par là? Ils ne nous demandèrent rien qui pût attenter à nos convictions politiques ou religieuses. Non, rien. Ils nous aidèrent de leurs conseils, sans exiger ni transaction de conscience, ni lâcheté. Ce n'est pas les jésuites qui auraient fait ça. Ils nous conseillèrent d'aller en face, juste en face, où il y a un écriteau, et ils nous apprirent que les chambres meublées étaient pour les gens qui n'en avaient pas. Tu ne le savais donc pas, Jacques, dit ma mère. C'est les vers latins qui l'auront rendu comme ça, ou peut-être un coup. Tu n'es pas tombé sur la tête, dis. Non, sur le derrière seulement. Ma mère paraît un peu plus tranquille. Nous sommes installés, une chambre et un cabinet. Des cris dans la chambre de ma mère. Jacques, Jacques, me voilà. À peine j'ai le temps de passer mon pantalon, mais j'ai tout le mal du monde pour le garder. Elle l'a attrapé par le fond et elle m'attire à elle, à rebours. Es-tu mon fils? Je commence à être sérieusement inquiet. Elle me l'a déjà demandé 1 fois. Je vois éparpillées sur la table 2 culottes et 2 vestes que j'ai portées toute l'année. Elle me fait tourner brusquement et me fixe comme si elle soupçonnait toujours que je lui ai présenté un étranger à ma place. Enfin, presque sûre que je ne me suis pas trompée, avertie d'ailleurs par la voix du sang, elle laisse échapper sa douleur. Jacques, dit-elle, Jacques, sont cela les culottes? Sont cela les vestes? Est-ce l'habit bleu parbleu que je t'ai envoyé? Je sais comme un habit est tout de suite sale avec toi, je le sais, mais je ne puis pas croire que tu aies mangé la couleur pour t'amuser. Et puis, ce que je t'ai envoyé était plus large. Il y avait une ressource dans le fond, du flottant, de l'air, de la place. Ici, rien, rien. Jacques, nous l'avons cousu ensemble, ton père et moi. Je te l'ai écrit, tu le savais.
Qu'ont-ils fait de mon fils? C'est la troisième fois qu'elle a l'air inquiète. Je me tâte. Mais explique-toi, imbécile. Oh non, elle m'a bien reconnu. J'explique l'histoire des vêtements. J'avais usé les habits que je portais en arrivant. Ceux qu'on m'avait envoyés, taillés par mon père, cousus par ma mère, étaient trop larges. Ils auraient pu tenir quelqu'un avec moi dedans. Je ne connaissais personne. Je suis tombée sur Rajou, qui était 2 fois gros comme moi, et qui avait, lui, des habits trop petits. Il m'a demandé si je voulais changer, que j'avais une si drôle de tournure avec ces fonds trop abondants. Ça inquiétait beaucoup de gens de me voir marcher avec difficulté. Que ne disait-on pas? Nous avons signé le marché un jour au dortoir. Il m'a donné ses frusques, j'ai pris les siennes, et j'ai pu jouer au bar de nouveau. Ma mère se taisait. J'attendais, accablée. Enfin, elle sortit de son silence. Ah, ce n'est pas du mauvais drap. Mais il ne devait rien y connaître, ton rajout. Tu aurais pu demander quelque chose en retour. Un gilet de flanelle, un bout de caleçon. Ah, si ça avait été moi. Va. Oui, le drap est bon. Seulement, nous n'avons pas de pièces. Examinant un fond rayé. Pour ce fond-là, je ne vois que le tapis de ma chambre. Je pourrais arranger cette doublure avec mes vieux rideaux. Diable. Tu ne peux pas faire des conquêtes avec ça, par exemple. Et moi, j'aime bien un homme qui a un peu de coquetterie dans sa toilette. Une redingote verte, un pantalon à carreaux. Oh, je ne voudrais pas qu'on en abuse. Plaire, mais non pas se lancer dans le vice. Parce qu'on est bien mis, ne pas rouler dans la vie dorée. Non, mais tu diras ce que tu voudras. Un brin d'originalité ne fait pas de mal. Et je ne t'en aurais pas voulu si on s'était retourné pour te regarder à mon bras dans la rue. Qui est-ce qui se retournera pour te regarder? Personne. Tu passeras inaperçu. Enfin, si tu es modeste. Il y a un peu d'ironie et de désappointement dans l'accent. Mais c'est du bon, je ne dis pas que ce n'est pas du bon.